Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce cours en C# pour la 32e séance et nous allons parler de base de données puisque c'est ce que le titre indique. Et on va faire un petit peu le tour des différents outils que nous avons dans ce langage pour interroger une base de données SQL, quel que soit d'ailleurs le système de gestion de base de données, ça vous pourrez parfaitement adapter selon les outils que vous utilisez. Et bien sûr, ça fera aussi une transition avec d'autres outils que nous verrons par la suite qui sont un peu plus flexibles, un peu plus, on va dire, génériques. Parce que vous allez voir, bien sûr, qu'on va avoir quelques modifications de code en fonction du système de gestion de base de données qu'on va vouloir interroger. Je fais une petite parenthèse aussi, parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos évoquant les bases de données et j'ai souvent vu un petit peu en retour dans des commentaires des gens qui avaient des problèmes d'incompréhension sur justement les requêtes effectuées. Ils essayaient d'effectuer les mêmes requêtes et n'avaient pas de résultat. Simplement parce que oui, les bases de données n'existent pas comme par magie, c'est à vous de les créer. Donc si vous ne connaissez absolument rien à SQL, je vous invite bien sûr à aller voir le cours sur la chaîne, il y a un cours complet sur le sujet, que vous puissiez par exemple installer MySQL ou autre chose d'ailleurs. Ensuite, vous démarrez votre serveur, vous créez des bases de données, des tables, et bien sûr, vous alimentez tout ça avec des jeux de données, parce que si vous n'avez pas de données, vous n'aurez pas grand chose à tester. Et après, c'est à partir de ça que vous pourrez, via le programme C# notamment qu'on va écrire, interroger une base de données SQL que vous avez, vous, ensuite paramétrée sur votre système, et pouvoir effectuer des requêtes SQL pour éventuellement lire des données, ou en insérer, en supprimer, etc. etc. Donc c'est important, parce qu'il y a des fois des gens qui pensaient que en fait, ça faisait partie intégrante, sauf que non, c'est bien évidemment à part et les choses ne sont pas mélangées. On est là sur un cours de C#, donc si vous voulez en savoir plus sur SQL, vous avez aussi un cours dédié sur le sujet. La petite parenthèse étant faite, on va pouvoir commencer. Au niveau de C#, on a une partie, alors vous avez vu jusqu'à présent, on utilisait beaucoup d'outils natifs, on avait généralement plein d'espaces de noms disponibles avec des paquets qui sont déjà intégrés dans l'environnement .NET, qui est un environnement qui a quand même une particularité très intéressante, c'est que c'est un environnement qui est évidemment riche en fonctionnalités, mais surtout qui va pouvoir être utilisé dans plein de langages de Microsoft qui se basent aussi sur cet ensemble d'outils qu'est .NET ou éventuellement le .NET Framework qu'on avait précédemment. Donc on retrouve un ensemble d'outils, que vous fassiez du C#, de l'ASP ou d'autres langages, même d'ailleurs du Visual Basic. Il y a beaucoup de choses en fait où limite vous changez juste la syntaxe en fait au niveau des termes du langage, parce que c'est en fait la grammaire du langage. Et après les fonctionnalités sont les mêmes. Donc en réalité, en apprenant ce cours C#, c'est comme si vous étiez aussi en train d'apprendre à utiliser ces fonctionnalités sur Visual Basic, F# ou d'autres langages, même si bien évidemment il faut adapter la syntaxe au langage en question. Pour les bases de données, nous n'avons pas d'outils, en tout cas si nous avons une partie d'outils qui sont disponibles au départ, parce que je rappelle que c'est un langage de Microsoft, donc on pourrait sans problème faire un using et intégrer d'autres outils pour avoir par exemple tous les outils en fait pour la base de données. D'accord. Donc on pourrait directement passer par System Data et ensuite on va avoir SQL Client. Alors, il faudra que je fasse attention quand je tape, pas me tromper dans les majuscules, minuscules, sinon on va vite avoir des problèmes. Parce que SQL, généralement l'écran en majuscule, mais là, pour les besoins du langage, il n'y a que la première lettre, bien sûr, qui se met en majuscule, donc c'est capitalisé, mais pas le reste. Cet outil fonctionnera parfaitement bien, mais si vous travaillez avec une base de données de Microsoft, donc base de données SQL Server, c'est ce qui est intégré nativement par défaut, et ce n'est pas généralement moi ce que j'utilise ici. Donc dans ce cas précis, on ne va pas pouvoir utiliser cet outil, mais la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des classes que vous pourriez manipuler dans le code en temps normal vont pouvoir s'adapter très facilement au système de gestion de base de données que vous utilisez, juste en changeant le nom par le nom du SGBD en question. Donc par exemple, on va voir un petit peu plus tard, on va avoir un outil de connexion. Donc ça, ce serait l'outil pour SQL Server qui serait directement dans ce client-là en particulier. Mais nous, comme je vais vous montrer dans cette séance, on va travailler avec SQLite et ensuite on travaillera sur MySQL. Comme ça, vous aurez comme deux exemples. C'est ce que je fais généralement sur les cours de la chaîne. Eh bien, vous aurez juste à remplacer ça par l'équivalent. Donc MySQL ou alors SQLite, etc. Donc vous allez retrouver les noms de classes puisque ils ont fait en sorte en fait que les noms de classes soient toujours cohérents et harmonisés entre les différents systèmes de gestion de base de données. Donc une fois que vous savez faire pour un système, vous savez directement le faire pour les autres. Vous avez déjà les noms de classes en les changeant légèrement. Donc nous, ce qu'on va faire, on va intégrer déjà un nouveau paquet parce qu'il n'est pas présent ici par défaut. Il va falloir qu'on l'installe en plus au niveau de notre projet, bien sûr, c'est important. Donc là, je me retrouve directement au niveau de l'arborescence de mon projet. N'allez pas ouvrir un terminal
en étant dans votre répertoire personnel, évidemment ça ne marchera pas. Et à partir de là, on va pouvoir ajouter tout ce qu'il nous faut. Donc on va faire simplement add package et ensuite on va installer l'outil qu'on va avoir besoin. On va commencer par SQLite. Donc system data SQLite. L'outil va s'installer et vous allez comme ça avoir la référence qui sera bien ajoutée comme il faut au niveau de votre projet. C'est tout l'intérêt de passer par un outil comme .NET. Et à partir de là, on va enfin pouvoir l'utiliser. Donc là, on va se retrouver avec plein de classes comme pour SQL Server, sauf qu'elles seront précédées par SQLite quelque chose. Donc on va retrouver comme ça quelques-unes. Je les noterai peut-être au fur et à mesure, on verra que vous ayez ça en commentaire. Mais en tout cas, nous, on va ajouter ce qu'il nous faut pour la suite. Donc cette fois-ci, nous pouvons faire System Data SQLite. Donc c'est exactement le même nom que le paquet, tout l'ensemble pour l'espace de nom ici. Et on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de SQLite. Donc SQLite, je rappelle, base de données qui est en fait directement intégrée à notre projet. C'est donc portable, pas besoin d'être connecté à distance ou autre. C'est généralement intégré dans votre programme. Donc c'est pas pour faire une connexion à distance, c'est ici en local. On va travailler directement avec ça. Là, on va avoir besoin d'informations de connexion. C'est assez classique quand on se connecte à une base de données. Quand vous avez fait justement du SQL, vous saviez qu'il y a une base de données. Vous avez généralement le nom d'hôte, vous avez un nom d'utilisateur, éventuellement un mot de passe. C'est mieux d'ailleurs. Et on a comme ça ces différentes informations. Donc on va pouvoir les ajouter. On va passer ça dans un protocole. Il y a un protocole bien particulier au niveau de C# avec toute une chaîne de caractères qui va permettre de récupérer l'ensemble des informations. Donc c'est bien de faire attention à tout ça. Bon, je vais appeler ça settings. Je pourrais mettre un nom, si j'avais bien sûr un programme beaucoup plus conséquent, je mettrais un nom beaucoup plus explicite que ça, parce que là, ça c'est une très mauvaise habitude de noter juste quelque chose settings si on a un programme bien sûr plus complet. Mais là pour ça, et surtout vous avez vu, j'ai pas non plus une largeur infinie moi pour la vidéo, pour vous montrer. Donc je préfère essayer de faire des noms assez un peu plus courts que ce que je ferais en temps normal. Sachant que moi je fais souvent des noms de variables assez longs qui sont bien explicites et qui auto-documentent le code. On y va, data source, on va passer, alors la base de données, donc moi j'ai préparé bien sûr une petite base SQLite qui s'appelle fv.db, dans database, pardon, c'est compliqué en anglais. Ensuite on va faire v comme ceci, point virgule, donc on ne sert pas les différentes informations. Et comme on est généralement SQLite en version 3, on met c'est ceci. Si plus tard il y a une version 4, et on mettra version 4. Vous adapterez bien sûr en fonction si ça change à l'avenir. Maintenant qu'on a ça, donc ça c'est la petite chaîne de caractères qui va nous servir pour pouvoir initialiser la connexion. On va voir tout qui est prêt. On va en plus revenir sur un outil que nous avons déjà utilisé sur la séance 22, je crois 21-22, sur les fichiers en tout cas, la séance sur les fichiers. Je vous avais parlé du terme using, on était revenu sur ce mot-clé un peu spécial en C#, mais qui a aussi beaucoup de possibilités, puisque certes ici nous l'utilisons pour intégrer via des espaces de nom, donc des classes, un ensemble de fonctionnalités, des outils, des paquets, etc. Ça on a très bien compris, mais on en avait aussi vu qu'on pouvait l'utiliser pour gérer les ressources. Par exemple, quand vous avez quelque chose qui doit être ouvert et donc fermé surtout, eh bien vous n'avez pas à gérer la fermeture d'un fichier, c'est ce qu'on avait vu sur les fichiers. Et bien là on va le faire pour tout. Pour l'ouverture de la connexion à la base de données, ça on va le faire, mais on ne se chargera pas de la fermeture de celle-ci. On ne se chargera pas non plus de la fermeture de la commande SQL qu'on va vouloir exécuter. Donc on va toujours utiliser, et je vous recommande en tout cas, des instructions using. Encore une fois, c'est pas obligatoire, on pourrait écrire un code tout à fait plus standard de ce qu'on ferait dans d'autres langages de programmation, mais C# nous permet d'avoir ce genre d'outil. C'est un peu comme le gestionnaire de contexte avec le mot-clé with pour ceux qui programment en Python notamment, donc vous connaissez ça. Et bien là c'est pareil, on va retrouver en fait ce même principe, avec bien sûr la syntaxe prend pour langage, et qui permettra de ne pas s'occuper de devoir fermer la connexion, etc. On ne s'occupera pas de tout ça, c'est C# qui le fera à notre place. Alors avant par contre, parce que c'est pas parce qu'on gère ici les ressources qu'on n'a pas besoin de vérifier les erreurs quand même, comme je vous dis je le fais pas systématiquement à toutes les vidéos, parce que ça rallongerait énormément la durée des vidéos, mais là on fait quand même des opérations assez sensibles, donc on va pas passer à côté, on va bien sûr gérer les exceptions comme il faut à ce niveau. Et je vais d'ailleurs préparer tout le bloc, comme ça ce sera fait. Ici on va avoir, donc on est en SQLite, donc en temps normal comme je vous avais dit ici, si on avait travaillé avec SQL Server, on aurait tout simplement SQL Exception, donc on aurait une classe particulière. Là je vous avais dit, vous changez le préfixe, donc vous avez cette classe qui existe pour SQLite, donc depuis ce paquet là, et qui fonctionnera comme il faut. Donc on va juste faire ça. On va mettre comme ça, petite interpolation, hop, on va mettre erreur SQL en affichant le message, et ensuite pour les erreurs globales,
Donc là, c'est vraiment pas forcément lié à SQLite. Donc moi, par exemple, je vais nommer ça comme ceci. Et je vais marquer erreur globale. Comme ça, au moins, on pourra éventuellement, s'il y avait d'autres erreurs qui se déclenchent, faire la différence, un petit peu la distinction entre les deux. Voilà, notre bloc, la gestion des exceptions est gérée, comme ça on est sûr que tout est pris en charge. Maintenant, comme je vous ai dit, on va gérer au niveau des ressources, pour être sûr que tout soit libéré comme il faut, que la connexion soit bien fermée une fois qu'on a terminé de travailler avec. Pareil pour la commande, pareil éventuellement si on veut lire un jeu de données qu'on a récupéré d'une requête, tout ce genre de choses en fait sera géré directement au niveau de ce qu'on fera en fait, l'ensemble du code. C'est parti, un simple using, et ici, vous écrivez les instructions comme vous le feriez en temps normal. Nous avons cette fois-ci une classe SQLite Connection, donc je vais noter les différentes classes qu'on a, ici au fur et à mesure. Donc vous aurez juste SQL Connection en SQL Server, vous auriez juste SQL Exception sur SQL Server, et là vous voyez on va remplacer SQL par SQLite à chaque fois, et c'est toujours le même reste, on va dire, au niveau du nom, pour former en fait les noms des classes. Donc vous pourrez comme ça passer d'un SGBD. Pour MySQL, on remplacera SQLite par MySQL en mettant une majuscule au M et au S de SQL. Et on aura également les classes, mais ici réservées pour MySQL. Donc ce sera très très facile d'adapter ensuite le code et assez rapide. On a tout ça. Alors pas chasse de bêtises, comme je parle en même temps que je note des choses à moitié, après je reviens en haut pour noter d'autres choses. On va faire attention. La connexion, SQLite Connection. Et on prend bien sûr les paramètres, pour ça vous voyez que j'avais appelé ça settings pour pas avoir une ligne à rallonge non plus, comme ça là elle est un peu plus courte et ça ira mieux comme ça. Je rappelle que using est un bloc de code, donc on ouvre des accolades, surtout que ça va permettre de rendre les choses beaucoup plus lisibles, et on va de toute façon avoir besoin de le faire un peu plus, donc c'est pas plus mal d'avoir tout ça. Une fois qu'on est là, normalement on peut ouvrir, donc initier la connexion. Ça évidemment c'est à nous de le faire, c'est pas magique, le programme ne va pas décider de lui-même d'ouvrir la connexion, c'est vous en tant que développeur de le faire. Donc nous avons sur la connexion une petite méthode open, vous faites ça et ça marche très bien. Je n'aurai jamais besoin, encore une fois, à un moment ou un autre, de faire un close. C'est ce que je vous ai expliqué. L'usage de using ici permet de gérer les ressources. Nous n'avons plus à nous soucier de la fermeture de la connexion et de la fermeture d'autres ressources plus tard. Donc on s'occupe juste de ça. À ce stade-là, éventuellement, ça s'est bien passé. Effectivement, c'est vraiment juste pour faire joli. Voilà, toujours avec des points d'exclamation très importants, très importants pour donner de la force et du poids aux paroles, aux propos. Et ensuite, on peut continuer. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, initier une commande. C'est-à-dire que ça, c'est le code classique. D'ailleurs, on va peut-être compiler, tester ça, parce que si j'ai noté la moitié des bêtises, ça va être dommage. On va juste faire ça. On va compiler, exécuter pour voir déjà si la connexion se fait bien et qu'il n'y a pas de problème. Déjà, donc c'est bon. Donc ça veut bien dire que voilà, il a bien trouvé mon fichier aussi, parce que sinon il y aurait eu un problème. Donc il a bien réussi à trouver celui-ci. Vous voyez qu'il est au niveau du code source, il n'est pas au niveau de l'exécutable, qui serait ici. Mais il est vraiment ici au niveau du code source, tel que c'est géré dans le projet. Mais après, par la suite, si vous empaquetez tout ça, il faudra bien évidemment que votre base soit à la racine, donc à l'endroit où commence le répertoire de travail, le répertoire d'exécution en tout cas de votre programme. Donc je précise que ça aussi, ce sont des erreurs que les gens font, et ça m'arrive très souvent de répondre à des commentaires pour corriger ce genre de problème, de ressources, d'images ou de musique. Vous mettez jamais au bon endroit, au niveau de votre programme ou de l'exécutable de votre programme. Et forcément, ça amène à des erreurs. La connexion est faite. On y va. Donc vous voyez, dans le bloc using de la connexion, très important, ce qu'elle se passe ici, c'est que la connexion s'arrête là. C'est-à-dire que c'est en fait une fois qu'on sort d'ici qu'il y a effectivement un connection.close qui est fait. Il n'est pas fait à l'intérieur du bloc using, il est fait en réalité ici à la fin. Donc ça nous évite de l'écrire nous-mêmes, comme je vous l'ai dit, et surtout de l'oublier, parce que c'est aussi pour ça qu'on a inventé ce genre de fonctionnalité par rapport aux nombreux oublis des développeurs à chaque fois dans des codes, y compris des codes, on va dire, professionnels. Donc là, on ne prend pas le risque d'oublier. Préparons cette fois-ci une commande avec nouvel outil, enfin nouvelle classe en tout cas, SQLite command. Pareil, on aura MySQL command et on aurait donc SQL commands pour SQL Server, ainsi de suite. Donc c'est très simple à utiliser. Je vais noter, je pense que j'ai la place de noter ça comme ça, ou alors CMD, ce sera plus court. Voilà, vous comprenez bien que ça va dire commande ici. Le code de toute façon sera assez court, donc il n'y a pas de souci. SQLite command ici. Et maintenant, on va noter différentes informations. La requête, j'appelle ça query, et on se sert bien sûr de la connexion. Alors merci, c'est gentil, mais voilà, je t'ai rien demandé, ça fait plaisir. Ok, je vais bien sûr préparer la requête avant. Alors ça c'est pareil, c'est question de lisibilité.
J'insiste à nouveau, désolé de me répéter, mais c'est important. Il y a souvent des gens qui cherchent à optimiser leur code, je ne sais pas pourquoi, surtout à ce stade-là, ça n'a aucun sens, et qui pensent que, on va dire, en réduisant le nombre de variables qu'ils vont créer, leur code sera meilleur, sera plus performant. Donc n'ayez pas peur, encore une fois, de créer des variables quand ça s'y prête et quand ça peut améliorer la lisibilité de votre code et donc la qualité, puisque c'est quand même le but premier, c'est que vous compreniez ce que vous codez, ce que vous écrivez. Donc là, plutôt que d'écrire ma requête ici, qu'elle soit mélangée au milieu, surtout qu'elle pourrait peut-être être récupérée ailleurs ou construite à partir d'un outil, en fait, une fabrique ou que sais-je, eh bien, on peut préparer la requête directement ici. Préparer, je vais faire de un terme parce qu'une requête préparée, c'est un terme bien précis dans ce cas précis. Mais en fait, vous écrivez votre requête ici, et comme ça, on passe par des variables et on s'y retrouve plus facilement. Donc là, alors, j'avais créé quoi ici? User, il me semble. J'avais dû faire une table users, quelque chose comme ça. Voilà. On va faire simplement ça. Username, ou alors même pas. Vraiment très simple. De toute façon, c'est pas un cours SQL. On a fait tout ce qu'il fallait sur le cours dédié à ça. Donc pas de problème. La requête, et avec sur quelle connexion en fait on effectue cette requête. Toujours dans un bloc using, très important. Un second d'ailleurs, qui est lui-même dans le bloc using de la connexion. Parce qu'il faut bien qu'on soit connecté pour pouvoir effectuer notre commande. Donc ce qui correspond ici à une requête, une transaction éventuellement, ça marcherait aussi. On a d'autres outils pour ça. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir directement récupérer. Là, il s'agit d'une lecture, donc on va récupérer un jeu de données. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça, parce qu'on a une classe en particulier pour ça, qui est une classe simplement de lecture de données. Donc on a quelque chose de très simple aussi. On va avoir SQLite Data Reader. Voilà. Et on va pouvoir comme ça travailler avec celui-ci. Alors déjà, on va le mettre là directement, de toute façon. On va faire ça. Je vais l'appeler Data, voilà. DR, Data Reader. Ne faites surtout pas ça, hein, j'insiste sur un vrai programme. Faites des noms explicites. Moi, c'est pour gagner de la largeur au niveau de la vidéo et que ce soit plus lisible pour vous. Qu'on n'ait pas en fait une même instruction sur 2 lignes. Parce que c'est moins pratique à lire. Et on va faire SQLite, donc pareil, appel au constructeur classique. Et c'est tout. Je fais des bêtises. Pas du tout, pas ici en tout cas, parce qu'on va travailler directement avec notre commande. Donc on va passer ici et faire une exécution. Donc, execute reader. Voilà. Donc on exécute la lecture au niveau de la commande et on va récupérer ça sous forme d'un objet SQL reader. Alors ici ce serait SQLite Data Reader d'ailleurs, pas SQL Reader. Ça ce serait pour SQL Server. Et maintenant on a tout ce qu'il faut. On ouvre un nouveau bloc. Donc vous voyez, on a le bloc try pour gérer l'exception, le bloc using pour gérer la ressource liée à la connexion, ensuite un autre bloc using pour gérer la ressource liée à la commande, un autre bloc using pour gérer la ressource liée à la lecture des résultats récupérés de la requête, si bien sûr il y en avait. Donc on aura comme ça tout ce qu'il faut. Et là j'ai envie de dire, bon bah c'est classique, hein, tant qu'il y a des choses à lire, voilà, parce que vous récupérez à chaque fois une ligne de la requête, hein, donc là comme on récupère plusieurs enregistrements, bah forcément à chaque fois que vous faites appel à read, ça va récupérer une ligne. Donc pareil, on a plein d'outils, je vous montrerai peut-être à la fin quelques propriétés et méthodes de ces classes-là, sans forcément trop en énumérer, parce que de toute façon ce qui est intéressant ici en base de données, c'est de traiter ça directement tel quel, mais je vous montrerai éventuellement d'autres choses aussi, ça peut peut-être vous intéresser. Donc on verra ça après. Et là, on va terminer avec un WriteLine. Et ici c'est un tableau, donc ça vous allez récupérer ça sous forme de tableau avec un système d'indices qui fonctionne par rapport au nom de colonne dans votre table SQL, tout simplement. Donc sur DR. Et ici moi j'avais appelé ça normalement username, alors ça va peut-être être mieux l'appeler comme ça, quoique non, au niveau de C# je pense qu'il va pas aimer. Comme ceci. Alors c'est vrai que le problème c'est qu'après quand on a beaucoup de double guillemets etc, la coloration elle est jamais top, hein, malheureusement. Mais pour ceux qui auraient du mal à lire, c'est ça, hein, je vous montre. Voilà, tout simplement. Tableau indexé des rangs d'arrière, on peut laisser comme ça ira très bien. Comme ça passe à la ligne. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié, hein. La connexion, ça on l'a fait tout à l'heure. On a la requête, on prépare la commande avec la requête qu'on a écrite et la connexion qu'on a initialisée d'abord. Ensuite, ce qui va lire directement les données, on exécute ce dernier. Et tant qu'il y a des lignes qu'on a récupérées au niveau de la requête,
on affiche la colonne username des différentes lignes qui ont été récupérées. Et normalement, c'est OK. Et là, on pourrait effectivement après mettre que la requête s'est bien passée, genre fin de la requête, etc. Concall, oui, bien sûr, console. On pourrait mettre un message ici pour voilà, vous sachiez qu'à ce stade, la requête a été effectuée. Donc on a tout ça qui est bien géré. On y va, on va réexécuter ça. Qu'on fasse un peu assez souvent quand même. Qu'on voit ce que ça donne. Voilà, donc on a des pseudonymes. Oui, c'était ça, c'était des pseudos, oui, c'est ça. Très, comme vous voyez, très recherché. Mais on a bien récupéré ça. Donc c'est parfait. Les informations ont été récupérées ici. On va directement passer à MySQL, on va voir d'autres outils, mais comme ce sera exactement la même chose avec SQLite, autant que je passe directement à MySQL, en changeant comme ça les noms des classes, et après on montrera les autres fonctionnalités avec MySQL, parce que c'est ce que vous allez a priori le plus utiliser. Mais encore une fois, ce que vous verrez avec MySQL, vous le transposez ensuite en changeant les classes, pour travailler avec SQLite, avec SQL Server, avec PostgreSQL, avec Oracle, ce que vous voulez, et ça fonctionnera très bien aussi. Donc là, attention, les modifications vont être incroyables, vous allez voir la difficulté de la chose, c'est assez fou pour travailler ici avec MySQL. Il va falloir installer déjà un nouveau paquet. Toujours au niveau du projet, très important. Donc on va se faire un .NET add package et nous allons, alors là attention, S majuscule, .data. Vous installez le paquet ici et vous allez automatiquement avoir ce dernier qui est encore une fois lui aussi référencé au niveau de votre projet. Et maintenant c'est parti. Ça on va le commenter, on va pas forcément l'enlever, on va le laisser ici. On n'a plus qu'à faire, attention là ça va changer du nom du paquet par contre, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est juste data, et ici il n'y a pas de system puisqu'on part directement, MySQL c'est un peu particulier, donc on a mis ce nom de, alors non je dis des bêtises, on avait installé, attendez, comment on a installé ça? On avait installé MySQL data, voilà ça c'était le nom du paquet, et justement lui c'est MySQL client. Pourquoi? Il y a sûrement une raison, mais ça doit être ça, le nom. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Ok. De toute façon, c'est pas bon, on va vite le voir. Hein. On verra la compilation, ça va aller très vite. Ici, au niveau de settings, bien sûr, on va devoir changer la ligne. Hein, au niveau des paramètres, le protocole, donc on va retrouver certaines infos, mais il va falloir adapter ça à MySQL. Donc bien sûr, des choses à changer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un serveur, évidemment. Donc moi, c'est en localhost. Ensuite, database, on va mettre, moi c'est comment je l'avais appelé, je crois que je l'ai appelé comme ceci, je vais vérifier ça, oui, donc voilà les données qu'on cherchera à afficher, vous avez là, vous voyez bien sur MySQL les données qu'on a, identifiant un nom et une date de sortie, dans une table MMOs avec un S. Donc base de données database, ça c'est bon. Et ensuite on va pouvoir ajouter user, donc user ID, alors moi c'est ça, et ensuite password, et j'avais dû mettre ça. Ok, petit point virgule à la fin, on est sûr, il n'y a pas de problème. Donc un peu plus long, parce qu'évidemment il faut prendre l'ensemble des paramètres. On pourrait passer d'ailleurs surtout avec SQL Server par le système d'authentification de Windows. Vous avez le SSIP, je crois, ou SSPI, PRI, je ne sais plus, je confonds peut-être l'un des deux. Mais quand vous utilisez SQL Server, vous pouvez passer par le système d'authentification de votre session. Voilà, un peu comme on fait par exemple, on passe maintenant sur GNU Linux. Par exemple, quand vous êtes sur Ubuntu, eh bien, votre connexion à la base de données MySQL utilise le système d'authentification de votre Linux. Et plutôt que d'utiliser en fait le compte route, c'est une sécurité supplémentaire et ça se fait beaucoup sur les systèmes d'exploitation. On a ça. Donc là, je vous avais dit, il va y avoir beaucoup de changements, puisqu'on va en fait changer les noms des classes. Donc là, je vais mettre my s majuscule ql connection. Donc je vais récupérer ça. Ne faites pas ça chez vous encore une fois, le copier-coller, attention. Voilà, vous utilisez les outils de remplacement aussi. Donc on l'a ici, ça change pas, ça change pas. Ensuite, bon là on va le changer parce que c'est MMOs. Et là, la commande, donc c'est MySQL command. Donc j'avais dit que c'était vraiment simple ensuite à faire. Data reader, ça c'est bon. Et on va bien sûr l'avoir ici. Donc très pratique puisque vous allez retrouver les mêmes propriétés, les mêmes méthodes. Alors il y a peut-être des exceptions, je ne peux pas vous garantir à 100% que toutes les méthodes avec un outil sont dans les autres, mais normalement comme il y a des choses qui héritent, on doit retrouver quand même des fonctionnalités identiques, à peut-être quelques détails près, très spécifiques. Mais en tout cas là, vous allez voir que ça va très bien fonctionner, ça ne posera pas de problème normalement. Donc on a ça, connection, je regarde tout, MMO c'était bien le nom.
effectivement, bah, on va faire exactement cette même requête, hein, donc on est censé avoir ces résultats, sauf qu'on n'affichera qu'une seule information qui est MMO name, en l'occurrence. On a ça c'est bon pour lire aussi les données, et c'est ok. Voilà, et on peut se la péter en mettant MySQL ici, pour faire joli, et c'est merveilleux. Ok, donc tout ça, bah, on a remplacé par la même chose, mais en mettant MySQL. Voilà. Tout simplement. Et je vais mettre quand même les autres, pour ceux qui seraient sur du SQL Server, qui est natif, hein, il suffit juste d'importer System comme je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, là, on serait juste sur... Alors mince. Hop. Voilà, très simplement. Et vous en avez d'autres, bien sûr, mais vous avez compris le principe. C'est facile à retrouver. Ok. Alors, c'est pas la bonne. C'est ici non plus. C'est ici. Alors, ça, on peut l'enlever d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il était ouvert. Trop de terminaux là, trop. On en a un. Bon, ça, c'est le serveur MySQL. Ça, c'est le client. Et ça. Voilà. Comme ça, connexion SQL, on a bien récupéré la liste des jeux. Donc, je vous avais dit, c'est la même chose. Si vous voulez faire passer sur un autre système de gestion de base de données, c'est pareil. Il y a juste des noms de classes qui diffèrent, mais on retrouve les mêmes propriétés et mêmes méthodes. Donc c'est très pratique à trouver. Il y a souvent ça a changé, puisque bien sûr, selon le SGBD, les informations d'authentification ne s'écrivent pas pareil avec le même protocole. Donc ça à vous après de vous référer aux documentations pour trouver ces infos-là. Je ne le sors pas de mon chapeau encore une fois, hein, je ne l'ai pas inventé. Il fallait bien trouver ça dans une doc. Donc on n'invente rien, on ne fait que se documenter, se renseigner. Et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Ça, c'est pour la partie, on va dire, lecture. On va voir d'autres outils, parce qu'on a fait que de la lecture de données, et vous allez voir que si par exemple on veut faire une mise à jour, ou simplement créer une table ou ce genre de choses, on n'a pas besoin de lire des données, hein. On ne va pas forcément lire des informations. Donc ce serait bien quand même de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et après, je vous donnerai juste des noms de méthodes, sans forcément montrer avec des exemples, parce que ça ferait quelque chose de très très long. Et on a déjà vu pas mal de choses quand même là au niveau de la séance. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors ce que je peux vous montrer en revanche, c'est qu'on pourrait récupérer, par exemple là on récupère donc des données sous forme de tableau. Si vous aviez besoin de récupérer par exemple un seul résultat, admettons vous faites un comptage donc avec count, ou alors n'importe quelle donnée qui serait scalaire, donc vous allez en gros comprendre, récupérer la première colonne d'une première ligne, vous avez en fait scalar, donc execute scalar. Donc ça par exemple à utiliser pour récupérer une moyenne, un maximum, voilà, quand vous utilisez comme ça des fonctions d'agrégation ou autres, qui vont renvoyer vraiment qu'une seule information, vous pouvez utiliser ce genre de méthode qui est faite pour ça. Donc ça, c'est Execute Reader, et la troisième que je vous ai montré, de toute façon on va la voir, parce que ça va concerner notamment quand on fait des requêtes qui sont plus requêtes de mise à jour, d'insertion, voire de fusion éventuellement, ou de suppression. Donc ce sont des requêtes où on n'a pas besoin de lire des données derrière, ce qu'on appelle les DML notamment. Et on va regarder tout ça. On va faire ça où? Parce qu'on est sur quoi là? On est sur... on était sur MySQL. Ok. MySQL. On est sur cette base de données. J'ai les infos de toute façon là. On va regarder ici. Voilà. On va voir un petit peu tout ça. On peut modifier une info. Bon, ce qui sera du coup faux, parce que ça va changer les informations, mais c'est pas grave. Donc, where MMO name, je mets directement l'information telle quelle. De toute façon, on va voir ça par la suite. Ou alors, on peut même le faire maintenant. Ce sera l'occasion de voir pour les requêtes préparées. On va l'intégrer directement ici. On va voir ça comme ça avec notre nouvel outil. Donc les requêtes préparées, pareil, j'ai pas normalement besoin, je devrais pas vous expliquer ce que c'est, puisque on a vu avec on voit ça généralement dans les langages, hein, c'est en fait la manière d'injecter, si vous voulez, des données quand on a des paramètres à passer dans les requêtes pour éviter les problèmes de sécurité. Donc quand on écrit directement une requête via SQL, il n'y a pas de problème. Quand vous passez par un langage de programmation, je pense notamment à PHP, hein, si vous faites du PHP, eh bien, on veut éviter certains problèmes liés aux chaînes de caractères et d'injection, par exemple SQL, et donc de favoriser la présence de vulnérabilité. Donc pour ça, on va mettre des données et ensuite éviter bien sûr que ces données soient non sécurisées. Donc on va préparer des requêtes. Ensuite, une fois que la requête est écrite, on va pouvoir injecter les données là où il faut, donc à des emplacements bien précis, et ce qui évitera tout un tas de problèmes. Pour faire des requêtes préparées ici, on a un très bon moyen de le faire. On va utiliser simplement l'arrobase, enfin simplement, on va utiliser l'arrobase donc ici.
Donc vous allez indiquer par exemple l'information, donc moi je vais appeler ça what name, pour dire quel nom. Donc en gros, supprimer depuis la table des MMO, eh bien, le jeu dont le nom porterait ce nom. Et vous voyez, ça n'existe pas pour le moment, c'est une information. On n'a rien de plus par rapport à ça, ça nous indique vraiment rien de particulier en tout cas par rapport à ce qu'on veut faire. On a notre commande, tout ça ne change pas, donc ça il n'y a pas de problème. Par contre, on va pouvoir après ajouter un paramètre. Donc en fait, ici, quand on va vouloir exécuter ce qu'on a à faire, parce que c'est ça en fait qui va exécuter la requête, ici en particulier, et bien juste avant cette partie-là, on va injecter l'information. Donc on part de la commande, puisqu'elle est prête, on a préparé ici une commande qu'on a initialisée, donc ça c'est OK. Et ici, vous allez passer par la propriété parameters qui contient tous les paramètres éventuels. Donc ça, c'en est un, c'est des cas ici, un arrobase notamment. Donc on a un paramètre sur toute cette requête. Et à partir de là, vous allez pouvoir l'ajouter. Donc le mieux, en tout cas ce qui sera suffisamment efficace ici, c'est d'ajouter avec une valeur. Donc add with value. Et ici, vous pouvez ajouter l'information en indiquant sur quoi. Donc moi, c'était what name. Et ici, donc ça prend évidemment en argument un objet, parce que si c'était un entier, il faudrait mettre ça sous format d'entier. Mais là, comme c'est une chaîne, on le met sous format de chaîne. Et nous, on va voir le jeu, on va supprimer le jeu qui s'appelle Lost Ark. Dommage, s'il y a des fans de Lost Ark. En plus, d'ailleurs, je me suis gouré, là, c'est pas Guild Wars, honte, c'est Guild Wars 2, au passage. Donc là, Lost Ark. Voilà. Comme ça vous donnera la requête delete from MMOs where MMO name equal Lost Ark. Comme ça, vous aurez effectivement une requête complète. Donc ça va remplacer ça, vous avez compris, par ce qu'il y a ici, sans avoir des problèmes de sécurité qu'on injecterait au passage. Une fois qu'on a fait ça, évidemment cette partie-là, voilà, c'est pas utile, on ne veut pas récupérer des informations, on veut juste exécuter la requête telle qu'elle, on ne veut pas s'embêter avec autre chose. Si on faisait de la lecture, effectivement, si on faisait un select selon un paramètre, une vérification, un test, une close where, ok, mais là, comme on veut juste supprimer l'information telle qu'elle, eh bien, on va exécuter la requête et on ne va pas s'embêter par la suite. Donc je vais la mettre ici, on va faire directement execute non query, tout simplement. Donc c'est les trois choses que je voulais vous montrer. Execute reader, on récupère ça sous forme de tableau. Execute scalar, si on a besoin de récupérer une seule information, bien précisément, donc pour utiliser des fonctions. Execute non-query, qui fonctionne pour tout ce qui est update, delete, tout ce qui est également, j'oublie quelque chose, merge, voilà, si on faisait une fusion. Voilà, toutes ces choses-là, ou insert également, si vous voulez ajouter un enregistrement. Pareil, on ne lit pas des données, on ajoute simplement à la table. Donc on utiliserait également cette méthode pour le faire. Et après, c'est tout. On a juste ça. On peut éventuellement, bien sûr, quand ça a été fait, parce que sinon, de toute façon, il y aura des exceptions déclenchées. Donc si on arrive à ce stade-là, c'est qu'il n'y a pas eu d'exception. Alors là, normalement, je ne devrais pas mettre le nom comme ça. On pourrait mettre Lost Ark ici dans une variable, mais là, comme je ne l'ai pas fait, je le note en dur. Et supprimer de la liste. Voilà. Donc là, de toute façon, j'ai fait la requête. Vous voyez qu'on a bien le jeu dans la base de données. On va exécuter le programme. Et s'il n'y a pas d'erreur, on a normalement l'enregistrement qui a bien été supprimé. On va refaire la requête. Et vous voyez qu'il a bien été retiré de la base de données. De la table, ici, MMOs. Et de la base de données, oui, aussi, dans tous les cas. Ok, ça on a fait un peu le tour. Donc ça, utiliser, update, insert, delete et merge, etc. Tout enlever, et comme ça vous avez ce qu'il vous faut. Et en cas de lecture, vous avez execute reader ou scalar, qui permet comme ça de récupérer les résultats en fonction. Et au moins, c'est, je trouve, assez simple à utiliser. C'est vraiment pas compliqué. Ça fonctionne très très bien comme ça. Pour terminer cette séance, vraiment en petit bonus, j'aurais vraiment pu m'arrêter là. J'aurais pu vous dire, voilà, on s'arrête là et puis je fais juste un petit mot pour la conclusion terminée. Là, on va juste rajouter un petit bonus en plus, en supplément, puisque c'est un bonus. Et ensuite, on fera la petite conclusion et on aura terminé en tout cas avec cette vidéo. Quelques outils qui peuvent vous servir, parce que vous avez vu qu'on a manipulé pas mal de classes. Encore une fois, que ce soit ça, ou que ce soit ça ou autre, à vérifier, parce qu'il y a des cas, je sais qu'ils existent, d'autres cas, il peut y avoir un doute. Donc, toujours pareil, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. N'hésitez pas à vérifier pour être sûr. Je peux me tromper aussi, je suis un être humain comme tout le monde, ou presque, presque comme tout le monde en tout cas. Et on va regarder donc un petit peu quelques informations qui peuvent être utiles. Donc sur la partie notamment, donc je vais laisser les noms de SQL Server comme ça, voilà. Ça ira très bien ici, donc ça,
pour le moment on s'en fiche. Hop, enfin on s'en fiche, en tout cas ça ne nous concerne pas par rapport ici. Mais pour Data Reader, déjà, pour cet outil-là, vous avez dit qu'on peut finalement lire pas mal d'informations. Donc nous, ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer un petit peu tout ce qu'on veut. Vous avez vu que ce qu'on avait fait dans le code, c'était lire directement à partir du tableau, indexé. C'est, je trouve, pour moi en tout cas le plus pratique. On fait aussi ça en PHP par défaut, quand on a un du tableau associatif. Donc vraiment, quand vous venez d'un langage, c'est pas compliqué, c'est la même chose, on s'y retrouve très très bien. Si vraiment vous voulez passer par des outils de C#, par des méthodes pour vraiment faire des conversions, récupérer des données d'une manière plus particulière, vous avez plein d'outils pour ça. Vous avez des méthodes pour chaque type. Donc vous avez par exemple getByte, et vous allez indiquer ici tout simplement l'indice que vous avez pour l'enregistrement que vous voulez récupérer, ou pour la colonne. Parce qu'en fait ici vous avez l'enregistrement à chaque itération de boucle, je vais y arriver. Et donc ici, vous pourrez tout simplement indiquer le numéro de la colonne. Donc la première colonne commence à l'indice 0, ça va de soi. Et ensuite, vous pouvez comme ça récupérer l'information sous le type que vous voulez, en fonction. Donc si c'est une chaîne de caractères, vous récupérez ça sous forme avec la méthode par exemple getString. Si c'est une valeur à virgule flottante, vous aurez getFloat, etc. Et vous avez ça vraiment pour tous les types, pour que ça colle en fait bien au type de C#, parce que vous savez qu'il y a moins de types ici en l'occurrence au niveau de SQL. Donc si vous voulez effectuer une conversion pour trouver ce qui va bien associer un type SQL à une donnée au niveau des types C#, vous pourrez passer par ces méthodes. Si vraiment cette solution par exemple ne donne pas ce qu'il vous faut, ça ne convient pas, parce que bon là c'est facile, on a une chaîne de caractères, on sait que WriteLine est capable de lire ça comme ça, mais peut-être qu'il y a des informations qui ne seraient pas capables d'afficher telles quelles, et il faudrait effectuer des conversions. Donc vous pourrez toujours aller voir en tout cas de ce côté-là. Par contre, petite particularité pour les valeurs numériques, en tout cas les entiers, c'est séparé. Donc vous avez int 8 pour si c'est donc sur 8, et ensuite vous avez 16 et 32, donc classique au niveau du nombre d'octets. Surtout quand on a des, alors j'allais pas dire des emojis ici, mais quand on a des nombres plus grands. Et je crois qu'il y a 64 aussi. Pareil, vous voyez, à vérifier, ce que j'ai, il me semble normalement oui qu'il y a 64 en C#, si je ne confonds pas avec un autre langage, et donc vous avez ça comme ça qui est récupérable aussi. Donc plein de cas, et sinon les classiques getValue, pareil, si on veut une valeur en particulier. Donc là en fait ça reviendrait à faire ça, c'est-à-dire que là on passe par en fait l'indexeur directement au niveau du langage, au niveau de C#, en utilisant cette syntaxe avec les crochets. Sinon vous passez par getValue en mettant l'indice, et on pourrait récupérer, donc là name, ce serait l'indice 1 du coup, puisque lui c'est 0, et on récupérerait le nom en fait comme ça, avec getValue. Donc c'est une possibilité que vous avez aussi, puisque ça vous renverra, alors à moins de faire ça, là ça vous renverra un tableau d'objets, puisque c'est getValues, donc ça vous renverrait toutes les colonnes en fait, sous forme de tableau. Donc ça renverrait toutes les colonnes à traiter, donc une collection. Il faudrait traiter un petit peu tout ça autrement. On a quelques propriétés rapidement aussi qui peuvent être utiles. Si vous voulez par exemple le nombre de colonnes, si ça peut vous servir, il y a une propriété field count. Donc attention, le nombre de colonnes, pas le nombre d'enregistrements que vous avez récupéré, vous ne vous trompez pas. Et après simplement, est-ce que vous avez récupéré des enregistrements? Ça peut être utile. De savoir si j'en ai pas eu, je mets un petit message pour dire aucun enregistrement en cette table, ou aucun utilisateur, ou ce genre de choses. Donc as rows, simplement si au niveau de votre requête, vous avez récupéré des lignes. S'il n'y a pas de ligne, c'est qu'a priori vous n'avez rien récupéré. Donc on peut travailler directement avec ce genre de propriété là qui peut avoir en tout cas son utilité. Ça c'était pour cette classe là. Petit bonus ensuite pour comment. Je vais des fois rappeler des choses qu'on a déjà vues bien sûr. On a vu la propriété parameters, c'est celle qu'on a utilisée en particulier. On a vu bien sûr ces méthodes là. Et pour ceux, et ça fait un très bon rappel avec la vidéo précédente sur ce qui était la programmation asynchrone, vous avez également des versions asynchrones de tout ça, en rajoutant juste async. Voilà. Donc execute reader async, pareil pour scalar et pareil pour query, tout simplement. Et vous allez retrouver ça pour pas mal de choses. Il me semble que là aussi on avait peut-être pour getValue, ou non, je confonds avec autre chose. C'est pour open, oui c'était pour open ici. Pareil, bien sûr, on peut ouvrir, initier la connexion à la base de données de manière asynchrone. Donc normalement, pareil, ce que je vous dis, j'ai un petit doute, mais normalement oui. Parce que c'est la même chose, c'est des fois d'un langage à l'autre, on mélange. Mais voilà, OpenAsync, il me semble qu'il y avait ça pour C#. Voilà, ça c'est le plus classique au niveau des noms. Prepare, c'est si on voulait vraiment faire une requête préparée pour l'exécuter plus tard. On ne l'a pas vu puisqu'on a fait directement ça, mais en fonction de ce qu'on veut faire. On pourrait effectivement passer par cette méthode aussi.
temps de préparer, après on fait un execute un peu plus tard. Donc on pourrait préparer la requête de cette manière-là aussi. Et puis c'est tout. On va dire que c'est ce qui me semble plus pertinent en tout cas là-dessus. Et on remonte pour terminer donc avec connection, donc classique. Si vous avez besoin de changer de base de données, alors attention, pareil, il faut que ce soit compatible, que vous puissiez faire ça, passer d'une base de données à l'autre. Des fois, bon, quand vous connectez directement à une base, c'est pas forcément possible, donc à voir ce qui est disponible. On aurait changement de mot de passe, mais comme c'est pareil, c'est un peu, comment dire, un petit peu périlleux, on va éviter. Si vous voulez changer le mot de passe, au niveau de la connexion, vous le faites depuis votre client directement, vous embêtez pas, vous faites pas ça depuis un langage de programmation, c'est un peu bizarre. En tout cas, bon, il faut avoir de bonnes raisons de le faire. Et puis après, bon, c'est les classiques, mais là on n'a pas besoin de l'utiliser, mais à nouveau un close open, bien sûr. Bon, c'est éviter l'appel à close puisqu'on utilise des gestionnaires ici de contexte directement de ressources, donc pas de problème. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de connection? C'est tout, peut-être plus important. Enfin, c'est tout. Il y a d'autres choses, mais en tout cas, ça c'est ce qui me semble en tout cas essentiel à connaître ici. Et pareil, vous avez dit pour Open, la version asynchrone également qui existe. Donc là, voilà, on retrouve tout ça. Bien sûr. Voilà. Vous avez comme ça, vous pouvez adapter en fonction du code que vous écrivez. Ça, c'était le bonus. Donc vous voyez que ça a pris quand même un petit peu de temps pour faire un peu le tour de ça. Et on en arrive bien sûr à la conclusion de cette vidéo, puisque vous avez remarqué très très important ce qu'il avait fallu faire pour passer à un système de gestion de base de données. Comme je vous avais dit, bon, au niveau de la structure d'un cours, j'essaie toujours de faire quelque chose qui me semble assez cohérent, assez logique et progressif surtout, de se servir de ce qu'on a vu avant pour continuer un petit peu sur les séances suivantes, et c'est tout ce qui suit. D'où l'intérêt de voir un cours depuis le début, je le rappelle, ne commencez jamais un des cours sur machine, en tout cas en plein milieu, même si vous pensez connaître tout ce qu'il y a avant. Vous savez pas, vous pouvez pas savoir avec certitude ce que j'ai dit dans les vidéos et ce que j'ai pu donner comme détails ou comme information supplémentaire. Donc ne vous fiez jamais qu'au titre, parce qu'il y a souvent beaucoup plus que ce que le titre dit, évidemment. Pour la suite, en tout cas, on verra des choses un peu plus génériques. C'est-à-dire que là, on a travaillé, souvenez-vous, au niveau du cours C#, on a travaillé avec des fichiers, on a travaillé parfois avec des collections. Là, on travaille avec des bases de données. Donc on a vraiment beaucoup de choses. Et on va voir d'autres outils, notamment on va parler de Link, et je ne parle pas du petit bonhomme vert qui doit sauver bien sûr la princesse Zelda contre Ganondorf. Donc on a Link, ou Ganondorf si vous préférez, ce genre d'outils. Et on parlera d'autres choses, parce qu'on a notamment des quadriciels, je pense à Entity Framework, qui est pas mal utile aussi, et qui souvent permet, alors pas que pour SQL, attention, ça va servir pour plein d'autres choses, notamment Link, qui va permettre de faire en fait des requêtes, mais sur plein de sources différentes. Voilà, requêtes sur des fichiers, requêtes sur des collections, requêtes sur des bases de données, donc des données issues de bases SQL. Et ce genre d'outil, par exemple, l'avantage qu'il pourrait avoir, c'est le fait de ne pas gérer en fait le système de gestion de base de données que vous avez. C'est de passer encore à une couche d'abstraction au-dessus. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on ne s'est pas amusé à créer manuellement des threads pour gérer nos fils d'exécution. On est passé par les tâches, et c'est les tâches ensuite qui se chargent avec le langage de créer tout ce qu'il nous faut et de gérer ça de manière transparente et de manière implicite. Là c'est pareil, on verra un peu plus tard d'autres outils qui nous permettent de passer à une couche au-dessus, et vous n'aurez plus besoin de vous dire si je fais du MySQL, je dois écrire ce code, mais là par exemple ce programme, si je veux travailler avec SQLite, il ne marche pas. Forcément, à moins de créer des classes pour faire en sorte que ça appelle la bonne classe, de créer des interfaces, mais c'est rajouter à nouveau des couches d'abstraction. Donc si vous créez vos propres interfaces, vous rajoutez de l'abstraction, mais on va voir qu'il y a bien sûr en C# des outils qui sont déjà des couches d'abstraction, en particulier pour interroger une base de données ici, mais pas que. Donc on verra tout ça bien sûr pour la suite, et ce qui sera la fin du cours, parce que pour être honnête, je pense qu'on va terminer un petit peu avec ces différentes choses-là, avec donc Link et peut-être quelques petites fonctionnalités liées à certains on va dire paquets ou certains outils tiers, ou en tout cas supplémentaires au niveau de C#. Et on terminera avec la partie, je pense que ce sera vraiment les vidéos de fin, ou la vidéo de fin, on verra en fonction de ce que je vais aborder, concernant le réseau, client-serveur, etc., comment on communique à distance, parce que c'est souvent ce que je fais sur les cours, on voit déjà tout ce qui peut se passer en local, base de données, etc. Et puis après, on voit un peu plus loin, c'est-à-dire tout ce qui est distant. Donc on termine souvent avec des notions liées au réseau, et pareil, C# ne prend absolument pas d'outils pour faire tout ça. Donc vraiment, on aura largement de quoi faire, et ça vous fera un cours plutôt complet, on aura fait le tour quand même de beaucoup de concepts sur ce cours C#, un peu comme les autres aussi. Donc au moins vous aurez largement de quoi faire, et je peux même pas dire une bonne base, parce que c'est pas qu'une base, Après on peut toujours relativiser, mais vous aurez vu beaucoup de notions, et ça vous permettra d'aborder beaucoup plus sereinement la suite.
Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, s'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment claires pour vous en tout cas. Et n'hésitez pas à coder, surtout à tester ça avec d'autres systèmes de gestion de bases de données, si vous en utilisez hein, au quotidien, ça peut valoir le coup. Et puis sinon, d'adapter un petit peu tout ça. Puis peut-être que certains, ça vous fera réviser un petit peu vos notions en SQL. Ça fera toujours pas de mal, donc ce sera ça de prix. À bientôt.